Il est de retour ce soir pour nous parler de l'ensemble de son travail. Je pense que vous avez vu son exposition au Trinitaire. Je vous demande d'applaudir Vic Moniz. Oh là là, allô? J'ai oublié mes lunettes de soleil. Ah ouais, ça va beaucoup mieux. C'est difficile de parler sans voir les gens, mais j'étais prévenu que je devrais faire ça en français. Ça fait 5 minutes. J'ai fait ça souvent, mais jamais dans une autre langue. Alors, si je m'excuse de mon français un peu primitif, mais j'essaierai de faire le mieux possible. Mon travail, il est à l'Église des Trinitaires. Mon travail est un peu partout. Il y a dans certains musées. Il est à Tel Aviv maintenant, il est à Quito, en Équateur. Et c'est intéressant d'avoir des expositions et pouvoir montrer le travail. Mais j'ai peur de connaître l'artiste la plupart du temps. Je ne vais jamais à soirée comme ça. J'ai peur d'être dessus. Parce qu'il y a ce lien entre l'œuvre et l'artiste, il est très délicat. Et c'est une chose très intéressante. Bon, la plupart des gens me demandent quand est-ce que j'ai devenu artiste, quand est-ce que j'ai su que j'allais être artiste. Et ma réponse est toujours pareille. Je ne me souviens pas quand je suis devenu artiste, mais je me souviens très bien quand tous les gens autour de moi ont arrêté d'être. C'était plus ou moins à l'âge de 4 ans. Mon premier souvenir, il a un peintre new-yorkais, j'étais dans une conférence comme ça, qu'il a dit j'ai commencé à peindre à l'âge de 5 ans. Mais tout le monde le fait ça, ouais. J'ai dit, qui n'a pas fait une peinture en dessin à 5 ans? Et c'est quand les gens arrêtent de le faire. Et dans mon cas, c'était un truc assez particulier, c'est une situation assez intéressante. Et ma première mémoire, j'étais assise sur un fauteuil gris avec ma grand-mère. Elle m'enseigne les mots dans une encyclopédie britannique que mon père avait gagné dans un jeu de billard. Elle passe mon doigt sous les mots comme si elle m'enseignait le braille. Braille, comment on dit ça? Braille en anglais. Et elle me dit des mots que ça signifie. Je me souviens d'une de cette leçon, elle disait jararaca, chorale. Et j'avais le saveur, je sentais la texture des mots dans les livres. Même en s'agissant que c'était des mots qui signifiaient des noms de serpentes brésiliennes. Et quand j'ai commencé à l'école, j'étais en train de lire Jules Verne et je lisais déjà à 7 ans Jungle Book, entre plusieurs livres. Je lisais avec beaucoup de fréquence les livres que je pouvais louer ou prêter à la librairie locale. Mais au départ, quand j'ai commencé à comprendre que les problèmes, c'est que j'avais appris à lire de la même façon que ma grand-mère avait appris à lire. Elle avait appris à lire toute seule. Elle n'a jamais été un jour à l'école. Et elle m'a enseigné à lire
la façon comment elle savait lire, que c'était en apprenant, en mémorisant la forme des palabres entières et même des fois des blocs de texte. Alors j'arrivais pas à comprendre de la façon comme les profs enseignaient avec les méthodes phonosyllabiques. Et pour ça, ça m'a pris 3 ans pour commencer à écrire. Mes cahiers étaient un peu comme la part égyptienne du Louvre. Chaque fois que je n'arrivais pas à écrire quelque chose, j'ai commencé à développer un système qui était des petits signes, des petits dessins, comme shorthand, comme les gens avant faisaient ça pour prendre les écritures rapides. Et au bout du moment, ces dessins ont développé entre des dessins un peu mieux. Et quand j'avais 10 ans, j'arrivais déjà à lire. Mais je suis devenu le caractère de ce gamin qui fait des caricatures des profs et les passe aux autres élèves. J'étais l'enfant qui dessinait. Quand j'avais 14 ans, une fois, mon prof de maths m'a pris mon cahier. Il m'a dit, vous dessinez beaucoup, hein? Parce que le cahier était plein de dessins. Il m'a amené parler avec le directeur de l'école et j'avais peur que c'était quelque chose de mauvais. Et au contraire, elle m'a invité pour aller en concours de toutes les écoles publiques pour avoir, et à la fin de ces jours fantastiques, je me souviens parfaitement, j'ai reçu le premier prix, que c'était une bourse pour aller en école de dessin académique. Imagine, j'avais 14 ans, j'ai passé toutes mes après-midi en dessinant des gens nus. J'ai raté jamais une classe. Mais il y avait d'autres choses. Ça, c'est São Paulo, c'est des années 60. Et il y avait toute une atmosphère assez intéressante que nous vivons à cette époque dans une dictature militaire. Et c'est une espèce de marché noir sémantique. Je ne suis pas une victime de la dictature militaire, mais je suis un produit d'un système, d'une ambiance médiatique. Donc, on ne peut pas dire ce qu'on veut dire. Il faut se servir de métaphores. Et on ne peut pas croire ce que les gens nous disent. Il faut être très cynique. C'était un mélange de mon intérêt pour la représentation et être en train de construire un personnage dans cette ambiance que j'ai commencé à penser beaucoup à la nature de la représentation et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. En dessinant plus, j'ai commencé aussi à penser à la nature du dessin, à la perspective, pourquoi nous voyons quelque chose au-delà. Et j'ai commencé à voir dans le dessin le dessin comme une espèce de membrane très fine, très subtile, qui nous sépare, qui sépare le monde de la pensée du monde de la matière. Donc l'artiste est peut-être quelqu'un qui est en train de lapider cette surface en la faisant devenir de plus en plus transparente. C'est peut-être l'objectif de l'art, c'est justement d'améliorer l'interface entre le monde de la tête et le monde de la matière, mind and matter. Et j'ai commencé à voir pas comme un artiste, mais plutôt comme un scientiste à cette époque-là. J'ai essayé 2 fois de rentrer dans l'école de psychologie à l'université de São Paulo, mais j'étais un mauvais élève, je n'arrivais pas à le faire. Et j'ai passé 6 mois et demi dans une école et j'ai trouvé que, comme j'aimais beaucoup la représentation, la psychologie,
Et j'ai lu un livre à cette époque qui s'appelait Subliminal Seduction, qui s'agissait de types qui, avec de airbrush, peignaient des gens nus dans les cubes de ice, dans les whisky commercials. Hein? Et je voulais beaucoup faire ça. Je veux dire, c'est tout ce que je veux, dessiner les gens nus dans les ice cubes. Et pour ça, j'ai commencé à faire la pub. Mais il y avait quelque chose d'autre très intéressant, parce qu'un de ces jours, pendant longtemps, j'avais peur de dire aux gens, mais je n'arrivais pas à lire aucune des affiches qui étaient dans les rues, dans les avenues. Aucun. Et un jour, j'étais avec ma mère, je l'amenais à la banque, et je lui dis, maman, est-ce que vous arrivez à lire ça? Et j'étais à 40 km à l'heure, et elle m'a dit, non. Et j'ai fait le tour du bloc, comme ça, et j'ai été à 30 km à l'heure, et j'ai dit, et maintenant? Elle a dit, non. À 10, elle arrivait à lire. Et j'ai remarqué que moi, j'ai soupçonné que peut-être c'était moi qui j'avais ce problème de lecture incroyable. J'ai pensé que c'était moi qui... Mais non, c'était tout le monde. C'était les affiches qui étaient tout mauvais. Les gens à cette époque mettaient des affiches parallèles à la route de haute vitesse et pour vendre les jouets. Alors, il fallait être un bébé qui conduisait un autre et pouvait lire de l'arrière en face, un autre pour acheter les trucs. Et après ça, j'ai passé 6 mois en conduisant dans la ville et j'ai fait une chart, comment on dit ça, une table, hein, qui amenait ensemble les vecteurs de vitesse, les angles de rapprochement et de la taille du texte et le nombre de lignes pour être lu. Et j'arrivais à avoir un boulot tout à fait dans une des deux compagnies qui faisaient ce genre, qui travaillaient avec des affiches à São Paulo à l'époque. 6 mois après, l'association des publicitaires de São Paulo a décidé de me donner un prix pour cette grande découverte. C'était un trophée, comment on dit ça, un trophée horrible en acrylique. Le jour que je suis allé prendre c'était la première fois que j'ai mis un black tie, un tuxedo. J'ai loué ça, je me trouvais très bizarre dedans. Et je suis allé dans cet événement. J'ai pris les trucs horribles. Et dans la sortie, pendant que je prenais la voiture, il y a une dame qui m'a arrêté comme ça. Il m'a dit, arrêtez, ils sont en train de tuer mon mari qui est là. Et en fait, il y avait un type qui avait comment la pointe américaine, c'est ça, ouais, qui frappait un autre comme ça. Et je suis sorti de la voiture, j'ai les séparé comme je pourrais comme ça. Ils étaient tous habillés en tuxedo, comme moi. Les publicitaires, ils font ça tout le temps, bagarre avec des tuxedos, genre James Bond. Et j'ai arrêté. Et en revenant à la voiture, j'ai écouté une explosion et tout à fait, j'étais par terre. Le type qui était la victime a pensé que moi, j'étais son agresseur. Il était, parce que tous les gens étaient en noir. Pensez à ça la prochaine fois que vous louez en tuxedo. Hein. Et il m'a tiré dessous. Il a pris un revolver dans sa voiture et il m'a tiré dessous. Heureusement, ce type, il était très riche. Il m'a payé l'hôpital. Il m'a donné aussi un peu d'argent. Et c'était avec cet argent que j'ai acheté un billet d'avion pour aller aux États-Unis 2 années plus tard. Et ça, c'est véritablement la principale raison pourquoi je suis ici aujourd'hui. C'est parce que j'étais tiré dessous. Je ne peux pas... Bon, en arrivant en Amérique, je voulais rester là-bas pour 4 mois pour apprendre l'anglais. Et je me souviens, j'étais dans une école pour les immigrés. Il y avait des Russes, des Italiens, il y avait des Polonais, il y avait qui parlaient très très fort. Et il y avait une prof très petite qui venait
Hello, today we're going to study the verb to be. Pour ça, j'ai appris le russe, le polonais, le français, l'italien. J'ai pas du tout appris l'anglais. Et j'ai décidé de faire des cours de culinaire et des cours de carpentry pour apprendre la langue. Et ça marchait beaucoup mieux. Au bout de 4 mois, j'étais à Chicago. J'ai décidé de passer le 4 juillet à New York. Et c'était en fin de semaine qui a duré 30 ans. Le jour même où je suis arrivé, je suis allé à tous les musées. J'étais au MoMA, j'étais au Whitney Museum. J'ai trouvé que le Chuck Close était formidable et que le Jackson Pollock n'était pas bon du tout. Et à la fin, je suis allé parce que tous les gens allaient avec leurs sacs vers le Central Park. Et tout à fait, les gens sont mis assises sur la pelouse. Et ça commençait. C'était un grand concert qui a terminé avec Fireworks Overture, Brahms. Et j'ai pleuré comme un enfant. C'était comme un rêve. Les gens m'ont offert du vin pour boire. Et après, des gens à côté m'ont invité à aller en fête. Donc, j'ai rencontré une fille très jolie à la fête. Je lui dis, elle m'a dit, vous aimez qu'est-ce que vous aimez? Je dis, j'ai aimé de Chuck Close beaucoup, de Jackson Pollock, pas du tout. Et elle m'a dit, mais Jackson Pollock était un type formidable. Et il a pissé dans le fireplace de Peggy Guggenheim. Il était avec 2 filles quand il a frappé sa voiture contre un arbre. Et il m'a raconté des tas d'histoires de Jackson Pollock. Le jour d'après, j'étais la première personne à rentrer dans le MoMA. Et j'ai vu le Jackson Pollock une autre fois et j'ai adoré. Mon but, c'était d'écrire du théâtre à cette époque-là et de faire aussi des scénographies. Mais la scène, à l'époque au Brésil, était counter-politique. Elle n'était pas politique du tout, ce qui s'est passé. Mon génération, on ne faisait pas ça. Et quand je suis arrivé à New York, quand j'ai commencé à étudier le théâtre, j'ai vu que la scène de l'avant-garde américain venait plutôt du punk. Il y avait un type qui s'appelait Richard Foreman. Et il faisait des pièces de théâtre qu'il avait 40 hommes très moches, middle-aged, nus, en train de raconter des bêtises et parler des gros mots pendant 3 heures sans arrêt. Et il y avait ça, et d'autre côté, il y avait Cats. Et rien au milieu. Moi, je me trouvais un peu perdu. Et pendant 4 ans, j'étais faire le petit boulot, j'étais bartender, j'ai fait tout. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est d'être artiste, à cette époque-là. Mais j'étais dans un coin de la ville où tout se passait. Il y avait des galeries qui étaient très petites, on pourrait faire des expositions avec 3 heures seulement. C'était un groupe show. Et le propriétaire de la galerie restait à la porte en train d'amener des gens dedans. Hein? J'ai commencé à voir dans cet environnement de East Village, il y a quelque chose qui passe. Il y a un moment où nous rendons compte que tout ce qu'on a vu, tous les livres qu'on a lus, tous les programmes de télé, toutes les bêtises, tout ce qui nous avons consommé comme culture, il y a un moment où la marée, elle retourne. Et on commence à remarquer que notre génération est en train d'arrêter d'être simplement des consommateurs de culture et de commencer à avoir des productions qui reflètent directement tout ce qui se passait dans notre vie, dans notre monde, la façon comme on s'est aperçu du monde où on vivait par rapport à la média. Et moi, je pensais jamais à être artiste mais j'avais une grande conscience que j'étais la première génération de gens qui étaient vécu toute une vie en regardant à la télé, en regardant les magazines, complètement immersés dans un monde médiatique très fort, très puissant, et que moi, je n'avais pas une conscience claire de ce que j'étais. Tout ce que j'ai vécu, c'était d'une expérience directe ou d'une expérience médiatisée. C'est tout un mélange, c'est une grande confusion.
Et quand j'ai vu le travail de Cindy Sherman, pour la première fois, j'avais besoin de personne pour m'expliquer ça. C'était très facile. C'était quelqu'un en train de trouver sa place dans un monde tellement confusé entre la média et l'expérience directe. Et j'aimais beaucoup ça. Et après, j'ai vu Jeff Koons aussi, que j'ai toujours été un grand amant de l'art commercial. J'adore la pub. Et quand j'ai vu les premiers trucs de Jeff Koons, ça m'a inspiré aussi à faire des choses. Alors, j'ai loué un studio à Bronx et j'ai travaillé toute la journée. J'ai trouvé une chaise assez moderne, jolie. Je l'ai mis là-bas, j'ai peigné tous les murs en blanc. Et j'ai dit, maintenant, on va faire de l'art. J'étais assise. Art, viens. Bien sûr, l'art, ce n'est pas un truc qui vient. L'art, c'est comment il s'est filtré à travers de la façon comme on vit. J'ai des élèves qui ont 17 ans, ils veulent faire des travaux autobiographiques. La seule chose que j'avais vécue dans ma vie, c'était la pub. Et la pub, c'est une façon très intéressante comme on anime des choses qui n'ont pas d'âme. C'est comme un Disney, comme les plats, les fourchettes sont en train de danser. L'animisme, c'est quelque chose de très profond dans nous. C'est comme on est au Japon, dans les supermarchés, tous les produits ont une petite gueule qui sourit pour toi. Viens, achetez-moi, viens. J'ai trouvé que la façon comme on a un vrai besoin d'injecter la couleur, l'identité dans les gels, les liquides, les poudres, pour qui on achète, pour qui on a envie d'avoir, on a une empathie avec ces substances très mondaines. Hein? C'est très intéressant, ça pourrait être un point de départ. Je viens d'un pays très jeune et j'étais toujours fasciné pour l'origine des choses. Et c'est le premier travail que j'ai commencé à montrer, ça s'appelait Relics. Et c'était un peu les objets qui avaient une espèce de crise d'identité. Je veux commencer. Et voilà. Ça, c'est le skeleton du clown. C'est d'une race de entertainers qui habitaient au Brésil depuis longtemps. Ça, c'est le joystick Ashanti. Il est très ancien. Il a été fait pour Atari. Ça, c'est l'encyclopédie britannique dans un seul volume pour faciliter pour les voyages. C'est la cafetière précolombienne. Vous savez, la plupart du café qu'on achète à New York, ce n'est pas colombien, c'est précolombien. Ça, c'est le Tupperware sarcophage. La momie, vous voyez, c'est très conservé dedans, même à la température ambiante. Ça s'appelle fétiche. Et ça, c'est la moitié d'un tombeau pour les gens qui ne sont pas encore morts. Il y a quelque chose de formidable qui s'est passé. J'ai montré ça dans une petite galerie et tout à fait, ça se passait très vite. Et à cette époque, j'avais une copine elle était à une grande université américaine et elle était artiste. Et elle disait toujours pour moi, ah ouais, mais moi j'étais dans l'école, j'étais artiste. Je pense que j'ai commencé à faire l'art pour le faire chier. C'était parce qu'elle me disait que moi j'étais pas artiste, je connaissais pas ci, je connaissais pas ça. Moi je dessinais mieux qu'elle, je savais plus de l'histoire d'art qu'elle. Et après je me trouvais en galerie tout de suite. Elle était morte de reine. C'est fini, notre relation était coupée. Mais les jours où j'ai eu une exposition, j'étais surpris qu'il y avait quelque chose qui vendait. Et je ne me savais même pas qu'est-ce que les gens vont faire avec ça. Mais après que les gens partent de la galerie, les objets sont partis, il fallait les photographier. Et c'était un jour où le photographe de la galerie est venu avec son gros appareil photo, c'était une Sinar 4.5, 2 assistantes, des fonds, des lumières. C'était comme une grande fête, comme un grand spectacle. Et j'étais fasciné par tout ça et j'ai trouvé ça absolument formidable.
Et, et quand il m'a donné les diapos, 4, 5, ils étaient parfaitement illuminés. Son nom était Peter Muscat, je me souviens du nom du type. Et il m'a dit, ils étaient parfaits, mais je le regardais, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pendant longtemps, je regarde ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, je suis allé, pour résoudre ce problème, ce dilemme, je suis allé dans un mauvais magasin, j'ai acheté les mauvais appareils, j'ai mis les mauvais films, j'ai photographié avec la mauvaise lumière, j'ai amené au mauvais endroit pour les développer. Et quand j'ai vu la photo, elles étaient parfaites. Elles étaient géniales. Et j'ai regardé. Et ce n'était pas un manque de sens critique, c'était une chose formidable, c'était horrible, mais elles étaient correctes. J'ai pensé beaucoup à ça. Qu'est-ce que c'était la photo correcte et la photo parfaite, la photo bonne? Et au bout du moment, j'ai commencé à avoir un moment eureka que j'ai pensé, avant d'avoir fait ces objets, nous, les adultes, nous perdons graduellement la capacité de rotate, de tourner les objets dans les plans mentaux. Les autistes, les enfants ont une capacité énorme. Le moment où on commence à apprendre à lire et écrire, et commence à avoir plus de rapports avec un langage symbolique, on perd ces trucs visuels que c'est très facile pour les enfants de faire. Donc, l'artiste, avant de faire un objet, il imagine d'un point de vue spécifique. Et quand il fait l'objet, l'objet est prêt, il marche autour. Et voilà, il voit exactement comme il a pensé avant de le faire. Et il est content. Les photographes professionnels, ils n'avaient pas la référence de cette image. Et j'ai commencé à penser beaucoup à l'image dans la tête. Qu'est-ce que c'est cette image que nous avons dans la tête qui nous permet à match, à combiner avec une autre image qui est devant nous? À la même époque, j'avais acheté un livre qui s'appelait The Best of Life, que c'était tous les prix Pulitzer. Beaucoup de gens ici ont ce livre à la maison. C'est comme des albums de famille. Et c'était le seul livre que j'avais. Et j'aimais beaucoup ces images. Parce que je pourrais arrêter n'importe qui dans la rue et lui dire, écoute, vous vous souvenez de ça? Et il dit, oui, mais personne n'était là. Et c'était le genre de livres, comme les albums de famille, qu'on connaît des photos par cœur, mais de temps en temps, on les ouvre pour regarder, pour recharger la mémoire que nous avons de ces images. J'ai perdu les livres dans une plage. Je ne me souviens pas pourquoi j'ai amené ces livres-là dans la plage. C'était une vraie bêtise. Mais quand je suis arrivé chez moi, j'ai pensé beaucoup à qu'est-ce que j'ai gardé de ces images. Et j'ai commencé à les dessiner de mémoire. Et évidemment, il y a des images que j'avais dessinées avant, que je me souvenais très bien. Et bien sûr, il y avait des images aussi que j'avais dessinées et par rapport à des ponctons très précis. Par exemple, dans cette image-là, la chose qui m'étonne, c'est justement le poids de la manche du type qui tire. Et mon galeriste à l'époque m'a dit que si je ne voulais pas... j'ai dessiné pendant 200, mais je faisais ça comme les gens qui font les mots croisés dans les journal au dimanche. Je ne pensais pas que ça pourrait devenir l'art. Et au bout du moment, mon galériste voulait les vendre. Moi, je ne voulais pas les vendre parce que j'étais un peu attaché à ces dessins et aussi parce que j'avais honte, parce que ce n'était pas bon. Et j'ai pris une solution, j'ai dit, OK, c'est une bonne idée, je veux photographier les dessins, je vends les photos et je tiens les dessins. Good deal. Mais quand j'ai photographié les dessins, je les photographie légèrement flous pour effacer la marque de ma main. Et aussi, quand je fais l'attirage, je le fais avec les halftones, les réticules, c'était le langage. Donc, j'avais vu ces dessins, ces images pour la première fois. Alors, ces cercles, elles avaient se fermer, comme les cercles de l'image, de l'objet que j'ai
pris dans la photo. Quand j'ai montré ces images, les gens ils critiquaient beaucoup la qualité de l'attirage, mais pas la vérité. Parce que j'avais rencontré les spectateurs au milieu. Et c'est très intéressant ça. L'artiste, il y a beaucoup d'artistes qui disent « Oh, j'ai fait de l'art pour moi-même ». Une fois, j'étais dans une autre conférence d'une artiste que j'admire beaucoup, et j'étais ami avec elle. Elle est décédée malheureusement, mais elle disait ça. J'ai fait l'art que pour moi-même. Et j'ai dit à elle, mais pourquoi tu fais d'édition alors? Vous êtes schizo. Mais c'est l'idée que l'artiste, il fait l'art pour se communiquer, il fait la moitié. La moitié, c'est l'observateur qui amène à ces moments magiques, qui c'est quand l'art n'est pas fait quand la œuvre est prête dans les studios de l'artiste. Elle est faite quand elle est à la galerie, elle est au musée, elle est à la maison et quelqu'un regarde. Ouais. Et ces moments magiques, je pense que ça, là, il y a dedans, il y a de sublime en art. Mais je vais expliquer ça tout à fait. Quand les gens regardaient ça et pensaient à un truc que les gens avaient déjà vu. Et vous savez, c'était ça que s'est passé. Les images étaient tellement lointaines des images véritables que j'étais jamais, il n'y avait jamais un procès pour Associated Press ou d'autres associations. Et heureusement, je n'étais pas persecuted by lawyers. Mais l'idée de cette image dans la tête m'a inspiré aussi à penser à des images plutôt archétypiques qu'on a aussi dans la tête, mais dans la vie, dans tous les jours. Pas des images comme ça. Ça s'appelle des images multistables. On regarde les nuages et on voit toujours des formes. C'est très commun. Et j'ai pensé à faire des nuages qui avaient des formes un peu trop spécifiques. Comme l'image d'un mec qui est avec un kayak. Ouais. Mais les trucs à propos de ces images, je voulais que ça évoque l'image de coton, du type avec le canot et du nuage. Mais on ne peut pas avoir les trois ensemble. Il faut choisir. Parce qu'on a cette handicap qu'on appelle attention, qui me permet de parler à vous comme je fais maintenant. C'est comme que ça laisse passer sous la conscience un significat à chaque fois. C'est mauvais ça. Mais c'est bon, parce qu'on peut choisir. Et en laissant les observateurs choisir ce qu'ils voient, on peut créer aussi des narratifs. Ça remet, ça, c'était pas une chose nouvelle. Les Grecs faisaient ça, il y a Arcimbaud qui faisait ça. Et on a une forme remarquable, par exemple, de comment on peut arriver à ça. C'est Lorenzo Ghiberti, Porte du Paradis. Et à Firenze, on voit ici deux formes de représentation très différentes. Une, c'est une forme à l'époque ancienne, qui c'était le relief. Et l'autre, c'était la plus haute technologie de l'époque, de Quattrocento, que c'était la perspective. Ouf. Et ces deux choses ensemble, c'est, comme on dit en anglais, overkill. C'est que ça fait que l'observateur, il est un peu pris entre ces deux formes de représentation, il essaie de sortir de cette labyrinthe. C'est un peu, c'est une technique. Et le moment où l'observateur est en train de comprendre sa place dans cette représentation, ce moment est un moment de grand discernement, un moment de grande pensée. Il n'est pas simplement en train de voir quelque chose, il est en train de penser à ce qu'il voit. Il pense aussi au procédé, il pense au matériel, il pense à la place, il pense à la perspective, il pense à tout. C'est la façon comme je veux que les gens regardent mon travail. Bon, moi, je n'étais pas ami du pape. Je n'avais pas 16 ans pour faire un travail. Il fallait que je fasse quelque chose de plus simple. Alors, j'ai combiné deux différentes manières de faire de l'image, que ce n'était pas les reliefs et ce n'était pas la perspective, mais c'était la photo
et les sculptures. Alors, quand on regardait ça, on voyait comme on dessin en papier, en crayon, quelque chose de très primitif, très simple. Mais en regardant encore, on voyait que ce n'était pas ça. Il s'agissait d'une photo, d'une sculpture, et on commençait à penser, mais c'était qu'à la taille, combien de temps ça fait? Et l'idée de remplir cette vacuité sémantique, ça m'étonnait parce que les gens aussi, c'était une forme de trahir ce que les gens expectaient d'un dessin. Et moi, je pense encore que le dessin, c'est quelque chose de magique. Parce qu'on simplement, on est dans un point technologique, une période technologique beaucoup plus développée. Mais il faut penser qu'au bout du moment, il y a des histoires des Giotto qui faisaient des frescos en perspective que les gens rentraient dedans avec casser leur nez. C'était comme la virtual reality de l'époque. Moi, je trouve la évocation de dessin. Si on imagine que si j'ai fait comme avec ma main en cercle et j'ai fait des lignes qui rayonnent de ces cercles, tous les gens ici vont penser au soleil. Au soleil, c'est une boule de feu qui est à 8 light minutes d'ici. Et la capacité d'amener cette chose ici avec un geste, c'est formidable. Et j'ai commencé avec ça, avec la photo et le dessin, et j'ai pensé que là-dedans, c'était quelque chose de simple. Ça s'appelle Singe avec Leica. Et j'ai commencé à voir que je ne pourrais pas faire tout dans une seule œuvre. Il fallait que je travaille dans les séries, parce que comme ça, je pourrais appliquer ce que j'apprends dans la prochaine œuvre. Jusqu'au moment où cette courbe elle descend et je perds l'intérêt en le faire. Je pense que mes œuvres sont des séries, ce ne sont pas des œuvres individuelles. Il y a presque un aspect cinématique, donc une chose amène à l'autre. Je voulais faire des gens nus dans ces glaçons-là, mais c'était très difficile. Et c'est pour ça que je voulais faire d'autres choses avec le fil de fer. Et comme c'était difficile, j'ai commencé à penser à qu'est-ce que je pourrais faire avec des autres matières. J'ai commencé avec la ligne, comme l'homme paléolithique. Et après, je voulais faire des paysages. Les paysages, ce n'était pas possible, les fils de fer étaient durs. Et j'ai commencé à penser à le faire avec une autre matière. Et c'était le fil à coudre. Et les résultats, c'est comme les etchings, comme les gravures, quand on les regarde, qui sont très simples, mais qui ont deux différentes perspectives. Il y a une perspective topographique et une perspective picturale. Et on essaye on n'arrive pas il faut on doit choisir ce qu'on veut voir. C'était aussi la première fois que j'ai commencé à travailler avec le travail des autres artistes. Et c'est très intéressant parce qu'on regarde ça, c'est une photo de Corot, c'est à partir d'une image de Corot. Et ça, c'est à partir d'une image de Gerhard Richter. Mais il y a l'idée de que l'image devient comme un oignon. Ça, c'est une projection à partir d'un slide, d'une photo qui est venue d'une sculpture faite en fils à coudre, qui est à partir d'une œuvre d'un autre artiste qui a pris ça d'une photo qui a aussi été inspirée par Rembrandt. De plus de couches, le mieux, parce que l'image n'a pas cet effet instantané. Ce n'est pas objectif du tout. En même temps, je voyais toutes les photos de l'école de Düsseldorf, par exemple, ça m'inspirait beaucoup à faire le contraire. Je suis grand admirateur de la photographie allemande, mais je suis trop cynique. Alors, mes photos, elles sont toujours d'essayer de retarder de la forme plus efficace. C'est un mécanisme de retardement de l'appréhension objective de l'image. Après, faire des choses avec des lignes, peut-être ma familiarité avec les médiums, le négatif, m'inspirait à faire des choses avec les points. Et c'était justement dans un voyage. À cette époque, c'était 1992. C'est ça? Oui.
92, right? Ouais, j'étais presque arrêté de travailler. J'étais dans une récession. J'étais en Europe pour une année. Je revenais au Brésil. J'étais presque arrêté tout. Quand j'étais offert une exposition dans le fond d'une petite galerie à Soho. Et j'ai parti en vacances. Je lui ai dit, oh, j'amènerai les images après. Et en revenant, j'ai été à Saint-Kitts, cette île aux Caraïbes. J'ai joué pendant 6 semaines avec ces enfants à la mer. Ils ne savaient pas nager. Alors, chaque fois que j'étais à la mer, ils venaient. Et j'ai pris leurs photos tout petites comme ça. Et en revenant, les derniers jours où j'étais là-bas, une de ces enfants m'a amené pour déjeuner chez elle. Et j'ai remarqué que leurs parents, c'était complètement différent de ces enfants. Ils étaient amers, ils étaient durs, ils étaient fatigués. Et c'était parce que ils travaillaient 12 heures dans la récolte de canne à sucre. Quand je suis arrivé à New York, j'ai pris leurs photos petites et j'ai découvert que c'était très facile de dessiner avec du sucre. Si on fait comme ça. Et c'était très plaisant. Et j'ai fait cette expo très petite. Et c'était justement à cause de cette expo que le critique de New York Times a écrit un très joli texte à propos de ça au journal. Et 3 semaines plus tard, j'étais invité par Susan Kismarek pour être dans le New Photography Show at the Museum of Modern Art. C'était à cause de ces enfants que j'ai devenu photographe. Et pour moi, c'est très important aussi. Ça marque tout un travail social que j'ai commencé à penser. Il faut que ces œuvres soient aussi dans la bibliothèque de Saint-Kitts. À partir de ça, j'ai commencé aussi à pas avoir un public objectif. J'ai fait de l'art pour tout le monde, pour les enfants, pour les gens âgés, pour le directeur du musée, comme pour la personne qui les nettoie. En faisant ces photos avec du sucre, j'ai commencé à penser comme la photo pouvait aussi inspirer les autres sens, comme le goût. Quand je faisais ça, j'ai commencé à dire aux gens que c'était les photos de sel, les photos de Alka-Seltzer. Et chaque fois, elle avait un goût différent, elle ressemblait à quelque chose d'autre. C'est pour ça que cette tension entre l'image et le matériel, j'ai commencé à le faire. Et je voulais faire je voulais la pratiquer d'une façon rapide. Et j'ai commencé à le faire avec du chocolat. Le chocolat, c'est une invention industrielle et une invention culturelle. Ils disent que c'est romantique, le chocolat. C'est marron et c'est moelleux. Comment ça, c'est romantique? Il faut avoir un génie pour trouver le romance dans le chocolat et le passer et faire tous les gens croire. Peut-être Freud pourrait faire ça. Et c'est lui, pour ça qu'il est mon premier sujet. Oh, évidemment, on ne fait pas la recherche génétique avec des éléphants. On le fait avec les mouches. Et pour ça, je voulais quelque chose je devrais faire tellement rapide. Chaque dessin, il est à peu près cette taille-là. Et je le fais dans une période de 1 heure. Des fois, il faut que je le fasse plusieurs fois jusqu'au moment où c'est bon. Mais c'était avec ces images que j'ai développées. Je faisais des gens qui étaient en train de s'embrasser. Je faisais des gens qui étaient en train de se tuer. J'ai développé un langage de ces rapports entre la matière et l'image très fort. Il y a Jackson Pollock là qui est en train de faire son truc romantique. Les images des foules, j'adore ça parce que si on est à New York et tu es dans un bar et tu dis « Oh, je suis artiste », la prochaine question c'est abstract ou figuratif. Tu ne peux pas faire les deux. Ouais. Et quand je vois les images dans les événements sportifs, on voit des choses les plus représentatives. La première représentation, peut-être, c'était une tête. Ouais. Et on voit au moment où ça devient une texture. J'adore ça. Et comme j'ai fait ça très vite, c'était une foule, donc les gens étaient mélangés dans un événement sportif. Il y avait des gens heureux et les gens tristes. Mais comme je l'ai fait très vite, il y a beaucoup de gens qui étaient heureux et devenus tristes. Il y a beaucoup de gens qui étaient tristes et devenus heureux. Il y a
à partir de la substance, de faire des dessins et des photos avec des substances, j'ai commencé à faire avec des objets. Ça s'appelle Toy Soldier. Et au départ, je faisais avec des objets qui avaient un rapport direct avec l'image qui représentait. Mais après, j'ai commencé à penser aux jouets comme aussi un médium. Que ce sont des choses qu'on arrive à travailler avant, on travaille avec avant de faire, on joue avec des petites voitures avant de conduire les vraies voitures. C'est un conducteur et ça sert comme un médium. Et c'est des photos très grandes, c'est très grand comme les photos qui sont ici. Et en plus, les jouets, c'est pas photographié du dessous comme ça, directement du haut. Et l'image dans mon studio, elle est anamorphique. Alors, c'est-à-dire, l'image, elle est allongée et trapézoïdale. Il est seulement, du point de vue de la caméra, elle devient rectangulaire au carré et ça fait que juste au milieu des images, il y a un rapport 1-1 d'échelle. Sûrement, après avoir fait ça dans un petit studio, j'ai commencé à faire ça dans un gros studio au Brésil. Et je voulais faire des choses avant, je voulais faire avec de la poubelle. Mais je n'y arrivais pas. La première fois que j'étais dans une poubelle pour essayer de travailler là-bas, il y avait des types qui étaient en train de surveiller la poubelle avec des Kalachnikov. Parce qu'ils mettaient de la drogue et les armes au-dessous, et les cachaient là. J'ai dit que ce n'était pas un bon ambiance de travail. Et j'ai changé dans mon studio après. Mais je ne pourrais pas mettre de la poubelle dans ce studio parce qu'il y avait des enfants qui faisaient des activités là. Alors j'ai pris je ne sais pas comment on dit ça, junk. C'est la poubelle, c'est différent de la poubelle parce qu'il y a quelque chose qui est encore en utilisation. C'est comme des chaises de tanks d'oil. Et pour ça, c'était fantastique de pouvoir faire. Parce que les gens, on regarde ça, ils ont un rapport ergonomique avec ce qu'ils voyaient, dans une échelle incroyablement différente. Et des choses sont petites, sont grandes dedans. Mais tout est réalisé dans ce grand studio que j'ai à Rio, à côté d'une favela. L'échelle, c'était quelque chose de formidable. Moi, j'ai toujours été fasciné par Spiral Jetty. En fait, l'art des années 60, 70, pour moi, c'est le plus important. Surtout minimalisme, par exemple. Je suis très inspiré par minimalisme, parce que ça devient justement la poétique entre la matière et les concepts. C'est comme des choses n'arrivent pas à se rejoindre, et c'est beau ça. Mais surtout ça, les earthworks, les land art qui étaient faits dans cette période, Smithson n'a pas fait une sculpture dans un lac, dans Salt Lake. Il a fait une sculpture dans notre tête. Et l'idée que c'était fait dans des endroits plus remotes, très, très distants, fait encore plus beau. J'ai commencé pour essayer de faire ça dans mon studio, pour voir qu'est-ce que ça donnait. Des formes illusoires, mais ça n'était pas drôle. Enfin, Smithson, il faisait des choses avec des gros tracteurs. Et pour ça, j'ai passé 2 années en train de convaincre des gens d'une grande compagnie de minières au Brésil de me laisser utiliser ces mines pour faire des gros dessins. Mais au contraire de land artist, je ne voulais pas faire de dessins de formes géométriques. Moi, en même temps, j'étais influencé par Warhol. Je voulais faire des dessins très bêtes qu'on trouve dans les magazines copyright free. Vous savez, on achète des CD, il y a qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah ouais, ils sont tellement grands ces dessins, c'est la taille de dessin de Nazca. Ça m'a pris 3 ans et demi pour faire 25 dessins. C'est là, on perd des dice, comment on dit ça? Des dés. Ouais. Une target. C'est celle-là, main qui dit signe ici. Il y a une règle, c'est 1 kilomètre, cette règle. Une balle, les pieds. Et tout il a quelque chose à voir avec l'échelle. Hein. Aussi, il évoque cette idée de l'ergonomie. Là, on voit, c'est un des petits, celui-là, il y a quelqu'un qui marche là en bas.
Et c'était très sympathique d'avoir les machines, les hélicoptères, et travailler dans une échelle quand on est dans le dessin, on ne voit pas de quoi il s'agit. Ça, c'est la main. Ce camion-là, il est presque la taille de toute cette arène ici. C'est énorme. Ça, c'est mon préféré. Et l'idée d'une chose qui peut être vue pour beaucoup de gens, cela, on pourrait seulement le voir si on était dans un hélicoptère. Mais en inversant cette échelle, je regarde, des fois, je vais à des endroits comme Montmartre, il y a toujours des gens qui font les caricatures, font des dessins. Il y a toujours une victime en face de cet artiste. Il y a toujours une foule de 4-5 personnes qui sont en train de regarder comment le dessin est fait. Regarder quelqu'un dessiner, c'est quelque chose de très spécial. Et je voulais faire un dessin comme ça, un dessin il est un narratif d'un dessin, mais comme un broadcast. Et un nuage est quelque chose qu'on espère voir dans les ciels, mais jamais dans la forme d'un dessin. Cela a été raté, il semble un sombrero. Mais je voulais faire un nuage qui semble qu'un nuage. Cela était très bien réussi. Et bouge aussi, c'est génial. On est là et des fois, ça passe comme ça. Et celle-là, elle était très bien réussie. Et après avoir fait ça, j'ai reçu une très jolie lettre d'une couple de Manhattan qui son fils avait décédé. Il était décédé, c'était avec 35 ans, il était très jeune. Et il m'a invité à aller à son restaurant parce qu'il appartenait à ce type qu'il était coach, comment on dit ça, entraîneur de baseball pour les enfants. Et il était très populaire, quelqu'un formidable. Et dans le jour où il était enterré, c'était son funéral, toute une ligne de voitures qui passait pour West Side Highway, ils ont regardé le ciel, ils ont vu un énorme gant de baseball. Il dit non, mais ce n'était pas moi qui ai fait ça, c'était le vent. On voit qu'est-ce qu'on voit, même dans les nuages qui signifient qu'il y a un nuage. Celle-là, elle est très phallique. C'était over Miami. Et entre des choses, c'est plus fantastique, c'est que quand les choses ont une échelle qui est au-delà de l'échelle humaine, elle devient mentale, ça part au monde de la tête, ça part au monde de l'imagination. Dans les choses grandes comme dans les choses petites. Maintenant, je travaille avec cette machine-là. Je dis que je travaille, mais regardez-moi, je ne comprends pas du tout de quoi il s'agit. Mais ça s'appelle, ça c'est un FIB, s'appelle Focused Ion Beam, ça me permet de dessiner avec un rayon de ions, quelque chose de plus petit qu'un atome, des châteaux dans les grains de poussière, de faire des dessins virtuellement invisibles et les rendre avec le microscope électronique avec 5000 scans pour faire des énormes photos qui sont comme des astéroïdes, qui sont seulement une photo d'un vrai grain de poussière qui est un château véritablement imprimé. C'est génial ça, parce que moi j'ai fait le portrait de ma petite fille, elle a 2 ans, ouais, et je le fais son portrait maintenant, et je veux jeter son portrait, je ne veux pas le photographier, je veux jeter à Ipanema, à la plage. Et quand elle aura 14 ans, elle va être avec son petit copain, elle va dire, tu m'aimes vraiment? Cherchez-moi là-dedans. C'est mon rêve, ça. Et ça, c'est une série toute nouvelle. Je n'ai pas encore montré à personne. Vous voyez ça en première. Il s'appelle Sandcastles. Les dessins sont virtuellement invisibles. Même avec un microscope conventionnel, optique, on n'arrivait pas à voir de quoi il s'agisse. En même temps, j'étais à MIT et j'ai fait beaucoup d'amitié avec des biogénéticistes, des ingénieurs bio... Comment on dit ça en français?
C'est difficile. Bioengineer. Ouais. Et j'ai voulu faire des dessins avec la moisissure, des choses qui commencent à devenir des choses vivantes. Et il m'a dit, ça, c'est pas marrant, on peut faire ça avec des cellules. Je dis, non, pas vrai. Il dit, oui. Et ce qu'on fait depuis 3 ans et demi, c'est très difficile parce que les cellules sont différentes. Ils ont besoin de procédés différents pour le faire comme ça. Ça semble le papier mûr de la grand-mère. Mais en fait, c'est des cellules de foie. Et on arrive à faire des stencios et élever les cellules. Les cellules de foie, elles sont très inertes, elles sont très arrêtées. Les cellules cervicales, par contre, elles bougent beaucoup. Que ça fait qu'il faut qu'on fasse un procédé complètement différent. On les scanne de façon différente, mais elles sont très bonnes pour faire des lignes très fines. Alors, j'ai fait des jolis mandales avec. Ça, c'est des virus. On va voir de plus proche. Et ça, c'est encore un essayage de faire, c'est un circuit board et qui s'est fait aussi avec des cellules. Et elles sont d'une résolution, une résolution telle qu'on voit même que les cellules de foie, et des fois, elles ont 2 nucléos ou 3 nucléos. Et maintenant, on essaye de faire la même image avec les neurones. On essaye maintenant d'utiliser stem cells. Un mot difficile. Cellules tronc, comment on dit ça? Souche. C'est ça? OK, merci. Mais en même temps, il y a des choses qui nous élèvent, nous ramènent au-delà du studio. Ça amène beaucoup d'inspiration. Mais il faut travailler aussi au studio. Depuis quelques années, je travaille sur des séries de refaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, avant, les images étaient faites plutôt en positif, négatif. C'était autocontraste. Hein? Et après que j'ai travaillé dans ces films, à la poubelle, j'ai commencé à imaginer que l'imaginaire, la mémoire, elle n'est pas des vides. Sûrement, on ressort des amalgames, des impressions qu'on a pour faire des idées, pour penser aux choses. C'est un travail assez difficile d'avoir des images dans la tête, parce que le background, il est toujours un peu compliqué, il est complexe. Et j'ai commencé à faire, en tirant des bouts des magazines, de faire des images. Ce sont des images assez grandes, elles sont avant les images qui sont ici à Arles. Mais c'est fait, comme on regarde ça, on a des milliers de petites distractions. Et je trouve que c'est une image assez moderne. Des fois, je pense que mon rôle comme artiste, c'est de créer des images. Le rôle de l'artiste, c'était toujours de montrer au monde une image de comme le monde pouvait être vous et imaginer à cette époque une histoire. Quand on n'est pas loin d'ici, à la montagne Saint-Victoire, on regarde cette montagne et c'est vrai que j'ai regardé la montagne, il n'y a rien à voir avec les peintures que Cézanne a fait. Mais lui, il avait la possibilité de dire cette montagne peut être comme ça. Et je vois l'image contemporaine un peu dans ce sens, que c'est une image qui n'est pas pure. Elle remet à des millions de références qui se croisent. Chaque fois qu'on pense aux zèbres, on pense à toutes les zèbres qu'on avait vues dans toute notre vie. Chaque fois qu'on pense à une femme nue, on pense à toutes les nues, à la pornographie, on pense à tout. Il n'y a pas d'image qui peut être vue pour ce qu'elle est. Il n'y a pas ce concept unique, objectif. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que j'ai commencé à penser aussi, comme dans les magazines, qui remettent un peu à l'idée d'une expérience collective de l'image, il y a aussi des choses qui sont collectives et individuelles, qui c'est un peu la photo de famille. J'ai ramené un peu un contexte plus personnel. J'étais né dans une maison très working class, très pauvre. Et nous n'avions pas, à cette époque, on n'a jamais eu un appareil photo à la maison. J'avais une tante qui habitait à Miami, qui chaque fois qu'elle venait, chaque année, elle venait nous visiter. Des fois, elle venait chaque 2 années.
elle prenait des photos et l'année suivante, elle amenait des images. Alors j'avais un décalage d'une année pour voir ces images-là. Et ça fait environ 15 ans, j'ai commencé à trouver beaucoup d'images. Je me trouvais passionné pour la photo vernaculaire. J'ai devenu collectionneur de ce genre d'images. Parce que aussi, ça m'a donné l'opportunité de voir la photo sans les filtres historiques du photographe, de l'auteur, de l'époque. C'était les photos pour ce qu'elles étaient. Et les rappeurs critiques étaient très divers, très différents de la façon comme on voit la photo artistique, soi-disant. J'ai aussi commencé à penser à faire un livre qui s'appelait Album. Et donc, ce livre était à propos des photos qui sont dans tous les albums des familles au monde. La photo du bébé, la photo du premier anniversaire, la photo de la graduation, et toutes ces photos-là. Et j'ai commencé pour raconter une histoire d'une photo d'un type qui hérite de son père, une photo de bébé qui ne savent pas si c'est à lui ou c'est à son père. Ça croise un peu l'idée du génétique et du imagétique. Et j'ai pensé en illustration, et c'était la première photo. C'est une des 9 photos que j'ai de mon enfance. C'est moi quand j'avais 2 ans. C'était aussi autour de la naissance de cette petite fille que donc j'ai racontée, ça fait pas longtemps. Et c'est comme Roland Barthes décrit la recherche de la photo de sa mère. C'est la photo où je me vois plus. Je ne sais pas pourquoi. Mais en faisant cette photo avec des bouts d'images qui ne m'appartiennent pas, elle reste aussi encore plus emblématique de la forme comme tous les albums racontent exactement la même histoire. Ça change seulement les personnages, ça change les caractères, mais ils sont tous la même photo. Et quand on arrive à voir un lien entre les universals, l'archétype et les photos personnelles qui sont là-dedans, il a un parcours énorme à penser. Il a beaucoup de choses à imaginer. J'ai des milliers de photos, milliards de photos de famille, et elles sont toutes intéressantes. Il n'y a pas une que je dis, ah, c'est pas bonne. Et je pense toujours, comment dois-je être l'héritier de tout ça? Pourquoi ces photos? Je pense au parcours que ces photos ont fait pour arriver à moi. Il y a des très belles que je sépare, je les classe par sujet. C'est comme le collectionneur de photos vernaculaires, il classe toujours par sujet. J'ai à peu près 60 photos de femmes assises sur les canons. C'est un grand genre. J'espère un jour faire un livre à propos de ça. Le type qui montre sa voiture. Mais en essayant de trouver des bonnes images pour faire j'ai 2 boîtes. J'ai une boîte de photos qui sont celles que je trie, après je les laisse là, sont pas bonnes, ne sont pas des spéciales. Et il y a celles qui sont fantastiques. Et j'ai trouvé que les sujets étaient dans les boîtes de celles qui n'étaient pas spéciales parce que je voulais justement une photo qui pourrait être dans n'importe quel album. Et c'est intéressant parce que c'est la dernière œuvre que je montre et il a quelque chose à voir avec mon premier rapport avec la photo. Et c'est une série que j'ai commencé à faire, ça fait 1 année, 2 années maintenant, et elle continuera sûrement. Il y en a encore beaucoup de choses à faire. Cette humanité, je pense on arrive, c'est quelque chose de très normal, c'est quelque chose de particulier de la photographie. Et l'idée ici, on a un exemple d'une chose qui a été faite au studio, mais les résultats aussi de ce que je fais au dehors du studio. J'ai toujours suis en train de trouver des problèmes, des excuses pour m'en sortir, pour faire des choses hors de le studio. Parce que si j'ai un ami qui est un peintre, je ne vais pas dire son nom, il rentre à 9 h à son studio et il sort à 5 h. C'est comme s'il était dans le syndicat. Hein. Il est très bon peintre. Je me demande comment il fait. Et il voit beaucoup de télévision. Ça,
ce sont des portraits originaux de ces groupes de glaneurs, de piqueurs qui vivaient dans cet endroit qui s'appelait Jardin Gramacho. Finalement, j'ai réussi à faire ce travail avec la poubelle, parce que je trouve que la poubelle, c'est quelque chose qui rompt à l'invisibilité. On est toujours en train de cacher la poubelle. C'est notre histoire qu'on veut, qui n'existe pas. Et quand j'ai rencontré ces gens-là, immédiatement, j'étais fasciné par le travail d'élever 200 tonnes de poubelles chaque jour de cette... comment s'appelle ça, quoi? J'ai oublié. Décharge, merci. Et les thèmes, on peut, c'est que je voulais, ça roule toujours autour de l'idée du travail. Sauf ça, tiens, c'était vraiment la chance qu'ils avaient en baignoire là à côté, je le fais en marac. Et c'était aussi une époque quand on commence à faire de l'art. On fait de l'art parce qu'on veut l'être artiste. Et au but on cherche cette muse. Et au bout de 25 ans, on n'a plus cette excuse. On est déjà artiste. Et j'ai travaillé sur une exposition grande, rétrospective, et j'ai fait un livre comme ça, gros, très lourd. Et j'ai commencé à penser, oui, j'arrivais à faire beaucoup de choses, mais à quoi ça sert? Et j'ai cherché ces gens-là et je les amenais à mon studio pour faire leur propre portrait et donner aussi la possibilité, l'opportunité de faire ce que j'ai fait moi. Et ça changeait leur vie complètement. Si vous n'étiez pas ici, ça fait 4 ans, et si vous n'avez pas vu encore le film, c'est un bon film. Ce n'est pas parce qu'il y a moi, non, mais je trouve que c'est encore bon. Et je vous recommande. Et c'est ça le portrait. C'était fait. Et quand on travaille, j'ai fait plus en plus ça. J'invite des gens pour travailler avec moi dans les projets. On n'arrive pas à voir ce qu'on veut exactement comme on veut, mais on arrive à voir quelque chose de plus grand, de plus beau, parce que c'est une expérience partagée. Je veux passer pour ça, parce que je ne veux pas passer le trailer, je parle depuis longtemps ici. Je voulais simplement finir en parlant, il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer, c'est en édition, mais c'est une chose infernale dans la tête d'un artiste, c'est de se convaincre de l'importance de ce qu'il fait. Je ne fais pas de l'art politique, mais je trouve que c'est plus important de faire de l'art à propos du réel, ou avancer l'idée du réel. Il y a un artiste qui m'inspire beaucoup, c'est Courbet, parce que Courbet a réinventé l'idée du réalisme dans une période post-photographique. Et ça, c'est fascinant, parce que c'est très subjectif ce qui est le réel. Et l'importance d'un artiste, peut-être, peut être imaginée. On peut imaginer, si on commence à imaginer un monde sans image, ça existait ce monde-là, ça ne fait pas longtemps. Et dans ce monde-là, peut-être pas loin d'ici, un type rentre dans une cave, dans une grotte. Il voit peut-être dans les craquelures du mur de cette grotte quelque chose qui ressemble à une forme qu'il avait déjà vue. Mais pas une forme quelconque. C'était une forme d'un animal. Pas un animal quelconque. C'était un bison, un sanglier. Un animal qu'il pense que c'était le même qu'il avait chassé l'hiver avant avec ses amis. Il commence à penser à la poursuite de cet animal. La mort, le sang, la couleur de rouge du sang, les goûts de sa viande, la grande fête qui a suivi. Et après, il regarde ça et c'est qui sont les craquelures dans un mur. Il n'était pas content, il prend quelque chose de pointu, il va là-bas, il dessine l'œil ou la queue qui n'est pas dans le dessin, et il crée une forme nouvelle dans son imaginaire, une forme qui n'existait pas, une forme qui lui permet d'être en contact avec quelque chose qui n'est pas là ou qui s'est passé avant.
Et le plus intéressant de ça, c'est que quand il a montré ses formes à ses amis, tous ont été capables de voir exactement la même chose. Et sa possibilité est l'homme d'accumuler toute l'information, ses expériences, ses connaissances et passer à de nouvelles générations, même après sa mort. C'est là que tous les concepts de la civilisation ont été créés. L'invention de la représentation, c'est peut-être la chose la plus importante après le contrôle du faux. Et ça nous a permis d'arriver à ce jour ici, à parler de tout ce qui s'est passé. Et c'est intéressant aussi qu'il faut penser que dans ces dessins qu'il est apprimoré, le jour d'après, ou quelques jours plus tard, il y a un autre membre de sa tribu qui est allé là-bas et dit « Bon, mais ça manque un peu de couleur. » Et il était là-bas et il a mis un peu de rouge. Oh, ça semble qu'il flotte dans le milieu de l'air. Il faut l'ombre. Oui, oui. Et après ça, l'histoire de représentation, c'est cette poursuite infernale entre la technologie et le cynicisme. Comme on dit, cynicisme. Ouais. C'est toujours, on est toujours un pas en avance de ce qui va le dire. Oh, ça c'est pas bon. Ouais. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a dépassé, on était un peu au-delà de notre propre capacité de voir si des choses sont réelles ou pas. Et c'est intéressant qu'on ne rend pas compte aujourd'hui, mais il y a des technologies qui ont été développées au début des années 90 qui, je crois, vont radicalement changer notre concept d'histoire. Jusqu'à maintenant, on avait mis toute notre histoire personnelle et collective dans un médium qui était supposé d'être éternel. L'invention de la photographie en 1839, elle a apparu comme la solution pour tous les problèmes de notre relation avec le monde où on vivait. Et c'est drôle, les jours d'après, tous les journaux du monde, la manchette, ce qu'il était là, c'était que la peinture était morte. Et en fait, la peinture était morte pas du tout. La photographie a possibilité, la peinture, d'aller au-delà de sa relation factuelle avec le monde. Il a possibilité, les peintres, à en discuter, à en penser, qu'est-ce que c'était cette médium puissante à l'époque, et qu'est-ce que c'était son rapport, pourquoi les gens peignaient, pourquoi. Et sa possibilité, sa possibilité, la peinture, à devenir comme Leonardo, caractériser son art cosa mentale, quelque chose de la tête. Je pense que 175 ans plus tard, on est au même point que les peintres étaient. Comme les fantômes de la peinture revient pour effrayer la photographie dans la guise dans la forme de l'art digital, de l'image numérique. Nous sommes exactement à ce moment très excitant de l'histoire de l'histoire, de comment nous pouvons raconter cette histoire. C'est fantastique. La photographie, elle devient très faible comme un réceptacle de l'histoire. Et la chose la plus intéressante, c'est qu'on n'a pas d'autre. Il faut penser beaucoup à comme nous aurions, à partir de maintenant, quel va être le rapport dans un monde où dont la convention visuelle, elle est moins importante, elle est moins essentielle. Avant, seeing was believing. On pouvait dire que quelque chose s'est passé parce que 3 ou 4 ou 5 personnes étaient en train de voir ça. Maintenant, tout ce qui est réel, authentique, c'est caché, c'est codé. Et la réalité, l'authenticité, la vérité, elle est plutôt une question d'exclusivité que de convention. C'est un modèle
des réalités, des vérités très discutibles, je ne pense pas que c'est le bon. Plutôt, je pense encore que dans ces cadres-là, l'artiste, c'est encore cette personne qui doit faire le plus possible pour amener actualiser notre vue du monde, notre vue du réalisme, d'un réalisme qui est au-delà de l'expérience directe de sens. J'avais beaucoup plus de choses à dire, mais j'espère que vous avez très faim maintenant. Et je suis très fier de moi-même pour avoir fait ça en français. Merci beaucoup. Merci Vic. Bravo. Tout à l'heure, tu m'as dit, je ne sais pas si je pourrais le faire en français, c'est une boutade. Après le mot boutade, j'ai compris que tu pouvais le faire. Vic Muniz.